Chers élèves, nous allons, n'est-ce pas, attaquer les conséquences de la guerre, qui est même, n'est-ce pas, l'objet de notre cours. Et pour les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, comme on a l'habitude de le dire, les conséquences, n'est-ce pas, c'est après toujours l'accomplissement d'une action. Et l'action, c'est quoi? C'est la guerre. Et en amont, on a vu les étapes de la Seconde Guerre mondiale. Et pour les conséquences, nous allons voir maximum 3 conséquences. Le bilan humain, le choc moral, les conséquences, n'est-ce pas, économiques, les conséquences politiques. Et après, on va entrer dans la deuxième étape qu'on appelle les règlements du conflit. Pour le bilan humain. Donc, quand on parle de bilan humain, c'est les pertes humaines considérables qui ont été causées par la Seconde Guerre mondiale. Mais on va s'arrêter ici, ces élèves. Pourquoi? Parce que la Première Guerre mondiale n'a pas causé autant de morts que la Seconde Guerre mondiale. Regardez ici, plus de 50 millions de morts. Quand on dit plus, ça peut être 50, 60 ou plus. Mais le constat, c'est que dans cette guerre, les morts, il y a plus de civils que de militaires. Mais le continent le plus touché, vous le savez, ce n'est pas la peine de poser cette question, vous le savez, c'est l'Europe qui va enregistrer plus de 50 millions de morts, surtout dans sa partie orientale, URSS, Pologne et ce qu'on appelle Yougoslavie. Le cas de l'URSS, les Russes, n'est-ce pas, vont enregistrer plus de 21 millions de morts. Et ça, c'est extraordinaire. Et en plus de ces pertes humaines, on va voir les séquelles de la guerre. Et les séquelles sont graves. Il y a les invalides, les pénuries de main-d'œuvre, il y a baisse de l'espérance de vie, mais la féminisation de la population. C'est quoi féminisation? Ça se fait que dans cette guerre, il y aura plus de civils que de militaires, mais il y a les morts, il y a plus d'hommes, n'est-ce pas, qui ont perdu la vie sur cette guerre que les femmes. Exemple du RSS, au temps de la guerre, il y a plus de femmes que d'hommes. Devant cette situation, que faire? L'Europe va proposer quoi? Une solution, n'est-ce pas, plus proche de la démographie, c'est quoi? Proposer une politique nataliste. C'est quoi? C'est le baby boom, qui commence en 1945 jusqu'en 1960. Après le bilan humain, il est naturellement, n'est-ce pas, on ne peut pas sauter le bilan humain pour aller voir les conséquences matérielles. Nous allons voir le choc moral. Ce choc moral, c'est rien d'autre que quoi? Les atrocités commises lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que, n'est-ce pas, vous, en tant qu'élève, vous entrez dans une voiture pour aller à Dakar, il y a un accident de circulation. Vous êtes 7 dans une voiture, les 6 ont perdu la vie. Et vous voyez ces cadavres devant vous, ça vous choque, ça signifie quoi? Vous pouvez rester des jours et des jours sans dormir. Cela veut dire quoi? Que ces mêmes images vont vous déranger. Vous allez vous réveiller subitement dans la nuit. C'est des cauchemars à n'en plus finir. Mais pour la Seconde Guerre mondiale, les gens ont vu autant de morts. Cela veut dire quoi? Après ces 50 millions de morts, on va compter des morts certes, mais on va voir ces morts qui vont jauger ce qu'on appelle, on les compte avoir millions. Et même, comment feront les chiens? Les vautours, ils vont n'est-ce pas, se ravitailler. Ce sera une fête chez ces gens-là. Et ça pue. Et cela aura des conséquences dans la mémoire collective des Européens. Mais grand, après ces camps de concentration, Treblinka, Sobibor, quand on dit camps de concentration, les gens l'appellent usine de la mort. Mais qui fréquente ces camps? Ce n'est pas tous les Européens, mais c'est surtout les Juifs. Hitler a choisi ce peuple. 6 millions de Juifs seront massacrés. Mais en plus de ces massacres, il y a ce qu'on appelle quoi? Hitler. Vous savez que dans les laboratoires, on a l'habitude de faire des essais, n'est-ce pas, chez les animaux, mais Hitler va faire exprès de prendre ces juifs et essayer, n'est-ce pas, certains médicaments pour tester, n'est-ce pas, leur fiabilité ou pas. Donc cela choque les juifs, mais pour lui, c'est pas grave, c'est naturel. En plus de ces camps de concentration, l'autre choc moral, c'est quoi? L'utilisation de l'arme atomique. Hiroshima. Hiroshima, c'est où? C'est le Japon. Hiroshima, le 6 août, les Américains vont opter, quoi? De lancement de 2 bombes. Le 6 août 1945, Hiroshima va entraîner quoi? 130 000 morts. Nagasaki, 9 août, 70 000 morts. En tout, ça fait combien? 200 000 personnes ont été tuées en moins de 3 jours. Mais pour Truman, c'était la meilleure solution. Mais les 2 bombes-là, les Américains l'ont lancé pas pour le Japon, mais c'est pour montrer au monde entier qu'ils ont une arme capable de détruire, mais capable de faire mal. C'est pour intimider, c'est pour décourager les autres puissances qui oseraient un jour attaquer les États-Unis. Mais l'utilisation de l'arme atomique et ce qu'on appelle les camps de concentration nous pousse à remettre en cause des certitudes de la situation européenne. L'Europe qu'on considérait comme la plus brillante civilisation, l'Europe qu'on considérait, n'est-ce pas, les gens civilisés, normal, ici, pour nous, ils ne sont pas civilisés, c'est de la barbarie. Ils ont tué, mais d'une façon atroce. Mais qu'est-ce qui va se passer après la Seconde Guerre mondiale? Mais quand on dit choc moral, les gens ont ces images gravées. Ce qui fait qu'après la guerre, cinéma, peinture, littérature vont traduire ce traumatisme. Et même à l'école, quand on dit aux enfants dessiner,
Ils vont pas dessiner ce qu'on appelle les fleurs, les arbres, les animaux. Ils vont dessiner ce qu'ils ont vu durant cette Seconde Guerre mondiale. Cela veut dire quoi? Que ce traumatisme va rester gravé dans la tête de ces gens. Peut-être ça va durer, ça va prendre du temps, tant que ces gens-là ne sont pas pris en charge, n'est-ce pas, psychologiquement. Après le choc moral, on va aller vers le bilan matériel. Mais pour moi, c'est pas trop grave, parce que c'est des ruines. Et les deux, n'est-ce pas, étaient plus graves, c'est le bilan humain et le choc, n'est-ce pas, moral. Ici, on va compter les pertes matérielles, c'est surtout les infrastructures. Usines, maisons, réseaux de communication, villes détruites. Mais c'est énorme. Exemple, Allemagne, 70% des immeubles. France, 80% des infrastructures portuaires détruites. 6 millions de maisons, 70 000 villages, 1700 villes ont été rayées de la carte, n'est-ce pas, en URSS. C'est un pays qui va payer un lourd tribut. Mais il va se rattraper après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il va émerger comme une puissance militaire à côté des États-Unis. Mais, vous savez, quand on dit perte, 70% des immeubles, 6 millions de maisons, mais grand, c'est de l'argent. La guerre va causer plus de 1500 milliards de pertes. Mais, durant cette guerre, l'Europe qui ne travaille pas, l'année zéro, l'Europe, n'est-ce pas, qui ne bougeait pas pendant ces 6 ans, il ne peut pas cultiver, il ne peut pas produire, n'est-ce pas, de quoi manger et de quoi, n'est-ce pas, fournir, n'est-ce pas, des soldats au niveau du front, ils vont s'endetter. Un endettement considérable, environ 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars, endettement, mais aussi il y a déficit budgétaire. Quand on dit endettement, c'est parce qu'il y a déficit budgétaire. Mais cela va entraîner quoi? On va remettre en cause le système monétaire international. À travers quoi? Les accords de Bretton Woods en juillet 1944. Mais cette guerre va enrichir certains pays. Qui? États-Unis. Qui? URSS, Canada, Argentine et ce qu'on appelle Afrique du Sud. Ces pays, je ne vais pas vous le dire, hein. Si c'était eux, la guerre allait continuer. Parce que la guerre les a permis de quoi? De rattraper l'Europe. Le cas des États-Unis. Ils vont augmenter leur production industrielle à hauteur de 75%. Mais plus grave, les États-Unis vont devenir la première puissance industrielle. La première puissance industrielle, mais aussi la puissance qui est complète dans presque tous les domaines. Puissance militaire, puissance économique, n'est-ce pas? Puissance puissance diplomatique, etc. Donc les États-Unis vont sortir de cette guerre, mais on va en parler quand on va arriver au niveau des conséquences politiques. Les conséquences politiques, on va terminer avec ça, on aura un monde politiquement bouleversé. Quand on dit conséquences politiques, l'Europe, n'oubliez pas qu'on appelle le vieux continent. L'Europe où est née la révolution industrielle. L'Europe où il y avait la littérature. L'Europe, n'est-ce pas, le continent du savoir. L'Europe qui a complètement façonné le monde entier, mais aussi l'Europe qui a pu bénéficier des avantages de la traite négrière, des avantages de la décolonisation, mais aussi de l'impérialisme pour s'enrichir. Mais à cet instant, l'Europe va subir des pertes, un déclin de l'Europe, faiblesse politique, militaire et économique. Mais quand on dit faiblesse, quand on dit déclin, ils vont perdre leur place de première puissance mondiale. Première puissance, n'est-ce pas, en tant que continent. On peut citer le cas de la France, le cas de l'Angleterre, qui ont presque colonisé, n'est-ce pas, le monde entier, l'Asie, l'Afrique, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, ils vont perdre leur place au profit de deux superpuissances. Ça signifie quoi? Apparition des États-Unis, de l'URSS, deux géants économiques, politiques, militaires, idéologiques. Mais on s'arrête là. Parce qu'il y a un problème. On ne peut pas dire États-Unis, URSS, économique, politique, militaire, idéologie. Non. États-Unis, c'est une puissance économique, politique et militaire. Mais pour le cas de l'URSS, ce n'est pas une puissance économique, c'est une puissance militaire. Ce qui fait que ces deux puissances, n'est-ce pas, n'auront pas la même force. Ils ont une force inégale. Mais on termine sur un élément important, c'est l'Afrique. La guerre, comme avait dit Senghor, la colonisation est un mal nécessaire. Moi, je dirais que la guerre est un mal nécessaire. Parce qu'elle va entraîner quoi? L'émergence d'un puissant mouvement de décolonisation. C'est quoi puissant mouvement de décolonisation? Cela veut dire quoi? Là, 1945 est une date très importante pour l'Afrique. Je m'arrête là, les élèves. Cela ne veut pas dire qu'en 1945, la décolonisation a commencé. Non, elle a commencé avant 1945. Mais 1945 va être un point de départ. 1945, les Africains vont accélérer la décolonisation. Mais, on s'arrête là. La décolonisation. Avant la décolonisation, avant l'entrée en guerre, n'est-ce pas, des Africains dans la guerre, Ibrahim Thiam a dit quoi? Que la guerre a permis aux Africains de découvrir les forces et les faiblesses du continent européen. Cela veut dire quoi? Avant, nous, on pensait que les Européens étaient puissants. La supériorité, comme on disait, le mythe du blanc supérieur aux Africains, mais était en Afrique. On pensait que les blancs, c'était des gens parfaits. Mais au moment où les Africains vont aller en Europe, se battre à côté, n'est-ce pas, des Européens, on va sentir quoi? Qu'il y aura une sorte de prise de conscience. On s'arrête là.
Mais un monsieur Ansoumana Badji qui habite à Xinjiang, mais qui part en France pour se battre, il ne partira pas seul. Il part avec un sac rempli de gris-gris. Cela veut dire quoi? Avec ce sac arrivé, mais il a une sorte de gilet pare-balles imaginaire que les Blancs ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire quoi? Arrivé sur le terrain, Ansoumana qui est entré dans les bois sacrés, on lui a dit quoi? Dans un conflit, il ne faut jamais reculer. Et sur le terrain, il verra des Blancs lancer le fusil, fuir. Automatiquement, il commence à se poser des questions. Mais ce Blanc, n'est-ce pas, qu'on traitait de monsieur puissant, monsieur, n'est-ce pas, qui était extraordinaire, aujourd'hui il a peur. Et pour lui, un homme qui a peur, c'est pas normal, on doit pas reculer. Ce monsieur-là, retourné en Afrique, il y a ce qu'on appelle quoi? Une prise de conscience. C'est quoi prise de conscience? Cela veut dire quoi? Le Blanc, qu'on considère comme supérieur aujourd'hui, on le considère comme une personne normale. Et cela va pousser les Africains à entrer dans une phase très importante, à savoir quoi? La phase de la décolonisation. Mais Césaire avait dit, vous le savez, même s'il n'est pas un Africain, que la liberté, ça ne se donne pas. La liberté, ça ne s'achète pas. La liberté, ça s'arrache par le plus puissant. Donc, pour terminer, on va essayer, n'est-ce pas, de revenir sur ce qu'on avait dit. Les conséquences vont, dans l'ensemble, n'est-ce pas, pour moi, le point le plus important parmi les conséquences choc moral, c'est surtout, n'est-ce pas, les conséquences politiques, parce qu'il y a l'émergence des deux superpuissances. Et quand on verra les règlements du conflit, ces deux superpuissances vont se regrouper à travers trois grandes conférences, la conférence de Téhéran, la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam.